Bonjour, chères apprenantes et chers apprenants, me voilà en cours de retour dans cette quatrième unité concernant la communication neuro-hormonale, c'est-à-dire l'intégration des deux systèmes qu'on a déjà vus dans la troisième unité, à savoir la communication hormonale et la communication nerveuse. Je vais vous accompagner durant cette troisième séquence et la dernière de ce premier chapitre dans la quatrième unité concernant la reproduction chez l'homme, c'est-à-dire la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme. Donc on passe au troisième paragraphe, donc rôle de l'hypophyse et de l'hypothalamus dans la régulation des sécrétions hormonales sexuelles chez l'homme. D'abord, on va commencer par ce paragraphe 1, c'est-à-dire on va voir le rôle de complexe hypothalamo-hypophysaire chez l'homme dans la fonction de la reproduction. Donc pour cela, on va d'abord voir l'emplacement et la structure de complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc l'hypophyse est une petite glande relayée à la face inférieure de l'encéphale et sécrète plusieurs hormones importantes. Donc c'est une glande qui se trouve au-dessous de l'encéphale. L'hypophyse comprend deux régions. L'hypophyse antérieure, c'est ce qu'on appelle aussi l'adéno-hypophyse, et l'hypophyse postérieure, c'est ce qu'on appelle aussi post-hypophyse. Ces deux lobes sont étroitement liés à l'hypothalamus, c'est-à-dire une région qui se trouve au-dessus de l'hypophyse. Donc voilà l'emplacement de l'hypophyse au niveau du système nerveux. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la glande pituitaire. C'est une glande qui se trouve au-dessous de l'encéphale et elle est liée grâce à une tige à l'hypothalamus qui se trouve aussi au-dessous de l'encéphale. Donc pour l'hypophyse, donc ici, dans ce schéma, nous avons des glandes sécréteurs qui se trouvent au niveau de l'hypothalamus et qui ont des terminaisons nerveuses au niveau de la tige de l'hypophyse. Donc là, c'est l'hypothalamus. Aussi, nous avons la tige de l'hypophyse et un système de vascularisation, ce qu'on appelle le système porte de Popa, sa vascularisation qui permet la vascularisation de l'hypophyse. Aussi, nous avons le lobe antérieur et le lobe postérieur, c'est-à-dire l'adéno-hypophyse en avant et le post-hypophyse. Donc 1, c'est neurones sécréteurs, 2, hypothalamus, 3, tige hypophysaire, 4, veine porte de Popa, 5, capillaire sanguin, 6, hypophyse antérieure, 7, hypophyse postérieure et une veine. Donc on va mettre en évidence maintenant le rôle de l'hypophyse dans la fonction de la reproduction. Pour cela, on va exploiter un certain nombre d'expériences. Donc des expériences d'ablation et de greffe ont été réalisées chez une souris. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus. La question, c'est d'interpréter les résultats de ces expériences et dégager la nature de la relation entre l'hypophyse et le testicule. Donc nous avons deux expériences. La première expérience concerne l'ablation de l'hypophyse. Le résultat, c'est la mise au repos de l'appareil génital, en particulier arrêt de la formation des spermatozoïdes. La deuxième, ablation de l'hypophyse plus greffe de l'hypophyse ou bien injection régulière d'extrait hypophysaire
et on aura la reprise de fonctionnement normal de l'appareil génital. Je vais commencer à interpréter la première expérience. Donc, suite à l'ablation de l'hypophyse, donc nous avons l'appareil génital qui est mis au repos et en particulier, on a arrêt de la formation des spermatozoïdes. Donc, d'après cette expérience, on peut déduire que l'hypophyse intervient au niveau de testicules, surtout dans la formation des spermatozoïdes, c'est-à-dire la gamétogénèse. Donc l'hypophyse, elle active, ou bien contrôle, ou bien gouverne le testicule, surtout le phénomène de la spermatogénèse. La deuxième expérience, ablation de l'hypophyse avec greffe d'hypophyse ou injection régulière d'extrait hypophysaire, et on constate la reprise de fonctionnement normal de l'appareil génital mâle. Dans ce cas, lorsqu'on dit qui dit greffe ou bien injection, c'est-à-dire qu'il y a des substances qui vont être véhiculées par le sang et qui vont intervenir au niveau d'un organe très loin, dans ce cas le testicule, et donc on aura la reprise de la spermatogénèse et la reprise de fonctionnement normal de testicules. Donc ces substances véhiculées par le sang, on les appelle des hormones, comme on a déjà vu. Et ces hormones sécrétées par l'hypophyse sont FSH et LH. FSH veut dire, en anglais, c'est en anglais, Follicle Stimulating Hormone. Et LH aussi, c'est en anglais, Luteinizing Hormone. Donc l'hypophyse gouverne, ou bien contrôle, le fonctionnement de l'appareil génital mâle. Injection veut dire passage d'un ou plusieurs composés ou bien substances par le sang, ou bien à travers le sang. Il y a donc un contrôle hormonal de l'appareil génital mâle par l'hypophyse. La conclusion, l'hypophyse sécrète plusieurs hormones, parmi lesquelles deux hormones qui agissent sur le testicule. Ce sont ce qu'on appelle les gonadostimulines. Donc c'est la FSH, hormone folliculostimulante en français, et LH, hormone luteinisante en français. D'après les résultats d'autres expériences, ces hormones hypophysaires agissent sur le testicule comme suit. LH stimule les cellules interstitielles, c'est-à-dire les cellules de Leydig, pour sécréter la testostérone, et FSH active indirectement la spermatogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatogénèses, c'est-à-dire aussi la gamétogénèse chez le mâle. Maintenant, on passe au rôle de l'hypothalamus. On avait dit que l'hypothalamus relaie l'hypophyse avec l'encéphale. Donc on va voir aussi une série d'expériences. Donc la première expérience concerne la destruction de l'hypothalamus chez un animal. Le résultat, arrêt de la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. Deuxièmement, excitation de l'hypothalamus chez un autre animal. Il entraîne une augmentation spontanée de la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. Troisième expérience, extraction de sang au niveau de la tige hypophysaire et extraction d'une substance appelée GnRH, puis injection de celle-ci à l'animal de l'expérience 1, c'est-à-dire l'animal auquel on a détruit l'hypothalamus. Donc on va commencer par interpréter les résultats de ces expériences et de déterminer le rôle de l'hypothalamus. Donc la première expérience, nous avons, suite à la destruction de l'hypothalamus, arrêt de la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. Ça veut dire que l'hypothalamus contrôle, bien gouverne l'activité de l'hypophyse. C'est-à-dire qu'il intervient dans la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse.
L'excitation de l'hypothalamus chez un autre animal entraîne une augmentation spontanée de la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. Et donc, on parle d'une action nerveuse positive de l'hypothalamus sur l'hypophyse. C'est-à-dire toute excitation au niveau de l'hypothalamus entraîne une stimulation de l'hypophyse et donc augmentation de la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. L'extraction de sang au niveau de la tige hypophysaire, si vous vous rappelez du schéma de complexe hypothalamo-hypophysaire, nous avons des neurones au niveau de l'hypothalamus qui ont des terminaisons nerveuses au niveau de l'hypophyse. Et donc, à cette région, on va extraire un peu de sang et on va extraire une substance qui s'appelle GnRH qu'on va injecter à l'animal de la première expérience auquel on a détruit l'hypothalamus. Donc, le résultat, c'est la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse, c'est-à-dire reprise de la fonction normale de l'hypophyse. Donc, d'après ces expériences, on peut déduire que l'hypothalamus gouverne l'activité de l'hypophyse grâce à une hormone, puisqu'on injecte cette substance et il induit des transformations physiologiques au niveau de l'hypophyse. Donc, GnRH est une hormone et il s'appelle en anglais gonadotrophin releasing hormone. Donc, c'est une hormone gonadolibérine. C'est ce qu'on appelle aussi en français les gonadolibérines. Donc, suite à l'excitation des cellules nerveuses ou bien des neurones qui ont des terminaisons nerveuses au niveau de la tige hypophysaire, donc ces hormones, ils vont sécréter GnRH et GnRH va agir au niveau de l'hypophyse pour que ce dernier sécrète FSH et LH qui à leur tour vont intervenir au niveau de testicules. Bilan, l'hypothalamus sécrète l'hormone GnRH, gonadotrophin releasing hormone, par des neurones sécréteurs عصبات مفرزة أو عصبونات مفرزة qui stimulent l'hypophyse pour sécréter FSH et LH. Et donc la régulation aussi des sécrétions ou bien aussi de la fonction de testicule. Maintenant on passe à notre paragraphe concernant l'action de testicules maintenant sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le document ci-dessous indique l'effet de testicules sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Analysez le graphe, que peut-on en déduire? Donc le graphe représente la concentration de LH, la concentration plasmique, en unité arbitraire, c'est-à-dire la concentration de LH dans le plasma sanguin, et en fonction des jours. Ici, nous avons deux événements essentiels au niveau de la courbe. On a la castration, c'est-à-dire ablation du testicule, et on a injection de la testostérone. Donc, on va essayer d'expliquer les variations observées suite à ces deux événements. Donc, suite à la castration, donc avant la castration d'abord, on constate une stabilisation de la concentration de LH en unité arbitraire à environ 5 unités arbitraires. Après castration, on constate une augmentation progressive de la concentration de LH pour atteindre environ 32,5 au bout de 12 jours, bien 13 jours. Et suite à l'injection de la testostérone, on remarque une diminution progressive de LH pour atteindre ou bien reprendre sa valeur initiale. Donc, on peut en déduire à partir de cette analyse que le testicule, c'est-à-dire qui sécrète la testostérone, parce que la testostérone c'est une hormone sécrétée par le testicule, et celui-ci il exerce
un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Car lorsqu'on a procédé à la castration, c'est-à-dire absence de la testostérone dans le sang, on a une augmentation de FSH et LH. C'est-à-dire dans ce cas que ce complexe il est excité et il cherche à réguler la concentration de LH, c'est-à-dire la faire augmenter pour revenir à sa valeur initiale. Suite à l'injection de la testostérone, nous avons la diminution de LH, qui est une hormone hypophysaire, qui va revenir à sa valeur normale. Donc, le testicule, il exerce un feedback, c'est ce qu'on appelle un feedback négatif, ou bien une rétroaction négative, ou bien un rétrocontrôle négatif. C'est la même chose sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà l'analyse qu'on a effectuée. Je vous laisse le soin de la prendre si vous voulez. Déduction. La testostérone inhibe l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. On dit que le testicule exerce un rétrocontrôle négatif ou bien rétroaction négative ou un feedback négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On passe maintenant au schéma bilan de la régulation de la fonction de reproduction chez le mâle, c'est-à-dire chez l'homme. Donc ici nous avons le complexe hypothalamo-hypophysaire constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse, c'est-à-dire adéno-hypophyse, bien l'hypophyse antérieure. Et ce complexe agit grâce à des hormones par certaines cellules, bien organes, au niveau de testicules, certaines cellules au niveau de testicules, telles que les cellules germinales, les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig. Les cellules germinales, ce sont les cellules mères des spermatozoïdes, c'est-à-dire qui évoluent pour donner des spermatozoïdes. Les cellules de Sertoli, vous les avez vues au niveau de la paroi du tube séminifère et qui sont intercalées entre les cellules germinales qui évoluent, qui montrent différents stades d'évolution, et les cellules de Leydig qui représentent le tissu conjonctif, c'est-à-dire interstitiel, entre les tubes séminifères. Donc l'hypothalamus agit sur l'adéno-hypophyse grâce à une hormone qui s'appelle GnRH, gonadotrophin releasing hormone, et l'adéno-hypophyse sécrète FSH et LH. FSH agit sur la spermatogénèse et sur les cellules de Sertoli, qui ont un rôle important surtout dans la différenciation des spermatozoïdes. Et voilà la spermatogénèse, c'est-à-dire qu'il agit sur la spermatogénèse. Les cellules de Leydig, lorsqu'elles sont excitées par LH, donc ils vont sécréter l'hormone testostérone, et la testostérone, elle a un rôle dans l'apparition, le maintien des caractères sexuels secondaires. Le taux de testostérone exerce un feedback négatif ou bien un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est un phénomène qui est auto-régulé, c'est-à-dire il est lié à la concentration de la testostérone. Si la testostérone baisse dans le sang, donc on aura la sécrétion de GnRH, FSH et LH pour activer toujours la sécrétion de la testostérone. Si la testostérone est élevée dans le sang, donc on aura un feedback négatif et donc arrêt ou bien la diminution de la sécrétion de GnRH et par la suite FSH et LH. Maintenant, on passe à voir ce qui va passer chez la femme et on va voir l'action de l'hypophyse sur l'ovaire. Pour cela, on va exploiter un certain nombre d'expériences. Donc la première expérience, c'est l'ablation de l'hypophyse. Le résultat, arrêt de l'activité de l'ovaire et de l'utérus et absence de l'ovulation. Donc on peut en déduire que l'hypophyse intervient au niveau de l'ovaire
et aussi au niveau de l'utérus, c'est-à-dire qu'il gouverne l'activité de l'ovaire et l'activité de l'utérus. Et aussi, il intervient dans l'ovulation, au milieu du cycle, c'est-à-dire au 14e jour. La deuxième expérience, ablation de l'hypophyse plus greffe d'hypophyse ou injection régulière d'extrait hypophysaire. Qui dit greffe ou injection régulière d'extrait, ça veut dire qu'on a des hormones, comme déjà expliqué. Et donc, ces hormones vont rétablir un fonctionnement normal de l'ovaire et de l'utérus. La troisième expérience, ablation des ovaires, ovarectomie et injection régulière toujours d'extrait hypophysaire, c'est-à-dire les hormones FSH et LH. Et on note l'absence de développement de l'utérus. Donc, on peut déduire, d'après cette dernière expérience, que l'utérus, il n'est pas contrôlé directement par FSH et LH. Il n'est pas contrôlé directement par l'hypophyse. Mais l'hypophyse gouverne l'activité de l'ovaire. Et donc, c'est l'ovaire qui contrôle l'activité de l'utérus. C'est-à-dire que l'activité de l'utérus, elle est indirectement contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà. Donc l'hypophyse agit sur l'ovaire par l'intermédiaire des hormones FSH et LH et l'hypophyse agit indirectement sur l'utérus par l'intermédiaire de l'ovaire, c'est-à-dire par les hormones ovariennes. Donc, en conclusion, ici, nous avons, je vais répéter les différents cycles que vous avez déjà vus dans la séquence 2. Nous avons l'évolution ici dans le premier graphe des hormones hypophysaires, FSH en tiré et LH en trait plein. Le cycle ovarien, l'évolution aussi des hormones ovariennes et le cycle utérin. Donc, comme vous le voyez, au cours de la phase folliculaire, car le cycle utérin est divisé en 3 phases, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale, ou bien lutéinique. Pendant la phase folliculaire, nous avons le développement et l'évolution des follicules qui donne un follicule mûr, ou bien le follicule de 2 graphes, qui au 14e jour s'explose pour expulser le gamète femelle qui est sous forme d'un ovocyte 2, c'est-à-dire l'ovule. Et la phase lutéale, c'est la phase dans laquelle le reste de follicules mûrs se transforme en corps jaune. Et on va relayer maintenant cette évolution avec les hormones sécrétées par l'ovaire. Donc, au moment de la phase folliculaire, on a une augmentation des œstrogènes. Ça veut dire que les œstrogènes sont sécrétés par les follicules. Et au moment de la phase lutéale, nous avons une augmentation de la concentration de la progestérone. Cela veut dire que ce dernier, progestérone, est sécrété par le corps jaune. En même temps, si vous le remarquez ici, nous avons une augmentation excessive de l'œstrogène presque au 13e jour, c'est-à-dire juste avant l'ovulation. Et cette augmentation excessive est responsable de l'augmentation excessive aussi au niveau de FSH et LH. On parle ici de pic LH ou bien de pic ovulatoire. C'est-à-dire ce pic de LH, c'est lui qui est responsable de l'ovulation. Pour le cycle utérin, donc dans ce cas, on peut dire que une augmentation d'œstrogène entraîne une élévation importante de LH. Dans ce cas, et aussi de FSH, on parle d'un rétrocontrôle positif. Chez l'homme, nous avons vu un rétrocontrôle négatif. Chez la femme, s'ajoute au rétrocontrôle négatif, s'ajoute un autre rétrocontrôle qui s'appelle rétrocontrôle
positif. Et ce rétrocontrôle positif, c'est lui qui est responsable de l'augmentation excessive de FSH et LH. Au niveau de l'utérus, la phase folliculaire coïncide avec, c'est-à-dire le début, le premier jour, c'est le premier jour des règles, les menstruations, et on a une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre, de la muqueuse utérine, formation des glandes en tube et aussi prolifération des vaisseaux sanguins. Au moment de la phase lutéale, on a l'épaississement toujours qui continue à se faire de l'endomètre, la spiralisation des vaisseaux sanguins et les glandes en tube qui forment des dentelles, et on parle de dentelles utérines. Donc, si on n'a pas de fécondation au moment de l'ovulation, donc on aura la dégénérescence ou bien l'atrophie de corps jaune et donc une baisse de taux de l'oestrogène et de la progestérone. Surtout cette diminution importante au niveau de la progestérone, elle va entraîner aussi une diminution, elle est accompagnée d'une diminution importante de LH. Donc cette diminution, elle est responsable de la reprise des contractions de myomètre, car le rôle de la progestérone, c'est de maintenir l'utérus surtout c'est-à-dire le maintenir calme, c'est-à-dire il diminue les contractions de myomètre. Et donc, si on n'a pas de fécondation, on aura une diminution de la progestérone et donc la reprise des contractions utérines et la destruction de la muqueuse, ce qui va donner, c'est-à-dire la dilatation aussi des vaisseaux sanguins et donc apparition des règles. Voilà le bilan. Donc FSH stimule la folliculogenèse et donc la production des oestrogènes, en particulier l'ostradiol, qui active à leur tour le développement progressif de la muqueuse, formation des glandes en tube et prolifération des vaisseaux sanguins. LH, il stimule l'ovulation de la formation de corps jaune qui sécrète la progestérone en plus des oestrogènes qui inhibe les contractions utérines, c'est-à-dire le myomètre, c'est-à-dire le muscle ou bien la paroi utérine, et contribue à l'épaississement de la muqueuse utérine, spiralisation des capillaires sanguins et formation des dentelles utérines. Voilà, la première expérience met en évidence une rétroaction négative de l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire un feedback négatif, tandis que la deuxième expérience met en évidence un feedback positif qui est surtout au 13e jour de cycle ovarien et qui est responsable de l'ovulation. Le schéma bilan de la régulation de la fonction de reproduction chez la femme. Donc nous avons toujours le complexe hypothalamo-hypophysaire qui, donc l'hypothalamus agit sur l'hypophyse grâce à GnRH, gonadotrophin releasing hormone. L'hypophyse va sécréter LH et FSH. FSH va agir au niveau des follicules, c'est-à-dire intervenir dans la sécrétion des oestrogènes. Et on a LH qui va agir au niveau de la phase ovulatoire et aussi le maintien de corps jaune, c'est-à-dire la sécrétion de la progestérone. Donc tout cela se passe au niveau de l'ovaire. Et grâce à ces deux hormones, oestrogène et progestérone, on a action sur l'utérus de l'ovaire. Aussi, l'ovaire exerce un rétrocontrôle négatif grâce à l'oestrogène et la progestérone, et l'oestrogène, bien l'ostradiol, avant l'ovulation, exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà, je vous laisse le soin de prendre ça. On passe maintenant à la conclusion générale concernant ce chapitre. Donc, la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme est neurohormonale. On a l'intervention
de système nerveux et de système hormonal. En effet, cette régulation est liée aux facteurs internes et externes, les sentiments, problèmes psychiques, stress, etc. Par conséquent, des centres nerveux stimulent le complexe hypothalamo-hypophysaire qui à son tour intervient dans la régulation du fonctionnement des organes génitaux. Les organes génitaux exercent à leur tour une rétroaction sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour maintenir l'équilibre de la fonction de reproduction et donc homéostasie et intégrité de l'organisme. En conclusion générale, concernant ce chapitre de l'intégration neuro-hormonale, donc la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme est neuro-hormonale car on a intervention de la voie nerveuse et de la voie hormonale. En effet, cette régulation est liée aux facteurs internes et externes, tels que les sentiments, les problèmes psychiques, stress, etc. Par conséquent, des centres nerveux stimulent le complexe hypothalamo-hypophysaire qui, à son tour, intervient dans la régulation de fonctionnement des organes génitaux. Et les organes génitaux exercent à leur tour une rétroaction négative sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour maintenir l'équilibre de la fonction de reproduction, c'est-à-dire homéostasie et intégrité de l'organisme. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Et pour la dernière séquence concernant l'intégration neuro-hormonale, c'est-à-dire le premier chapitre de cette unité de l'intégration neuro-hormonale, je vous souhaite bonne chance, chères apprenantes et chers apprenants, et à une prochaine occasion. Bon courage.